Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 82. Hey, déjà 82 épisodes. On se rapproche du 100, là, c'est le fun. Cette semaine, Ben, beaucoup de films à jaser. Il y a beaucoup de choses aussi parce qu'il s'est passé des choses en 3 semaines. Jean-Luc Godard est mort, fait que j'en ai regardé, fait qu'on en jasera tantôt. Là. Triste nouvelle. C'est un monument de l'histoire du cinéma, c'est un dieu. Fait que, Ouais. grosse perte. Ça a été moins parlé, hein, par exemple, sûrement à cause de la reine. Ça me désole comment que la reine n'a rien accompli dans sa vie, puis on parle de ça non-stop, puis lui, il a comme changé l'histoire du monde, puis on n'en parle pas. Ouais. En tout cas. Les vrais l'ont salué. Les vrais l'ont salué. Ben. C'est ça. C'est ça qu'il faut que tu te dises. La vie suit son cours, puis on continue de regarder des films. Regarde. Ouais. Puis moi, j'ai des très bons films cette semaine. Ah oui, moi aussi. Ouais, que des films que j'ai bien aimés. Puis une belle découverte aussi, j'ai hâte d'en jaser. Je pourrais même commencer avec ça. Ben oui. Parce que si les gens ne le savent pas, hier sortait Viking de Stéphane Lafleur. Oh oui! Que t'es-tu excité? Moi, je suis extrêmement excité. Je vais le voir cette Je suis semaine. excité. Je vais sûrement aller le voir prochainement. J'ai pas eu le temps, mais... Je sais pas si tu as vu ça, mais Viking est devenu le 10e film québécois à être coté 2 dans l'histoire du Québec. Coté 2, c'est la plus haute cote que tu peux avoir à sa sortie. Tu sais. Ouais. Puis le dernier, c'était Incendie de Denis Villeneuve. Je suis très excité. Fait que ça a l'air que... Puis en préparation à Viking, j'ai écouté beaucoup d'entretiens avec Stéphane Lafleur. Le box-office de cette semaine, c'était un 45 minutes avec Stéphane Lafleur qui parlait. Puis le podcast de 24 images aussi, c'était un entretien avec Stéphane Lafleur. C'était intéressant. Puis il parlait beaucoup de Ryan Anderson, qui est un cinéaste suédois, que je connaissais pas. J'avais entendu son nom, mais que j'avais pas vu ses films. Tout, j'ai vu sur des plateformes que Tom Movie, Canopy ont des films de Ryan Anderson dessus. Fait que j'en ai regardé 2. OK. C'est vraiment génial comme cinéma. Je vais commencer avec son film de 2014 qui s'appelle Un pigeon perché sur une branche philosophie sur l'existence. Ah, ben ouais. Dans le fond, ça ressemble un peu à Continental, un film sans fusil de Stéphane Lafleur, où c'est un paquet de gens qui vivent des situations pas nécessairement le fun, mais ça reste dans l'humour absurde un peu. Puis, malgré la laideur de la vie, c'est beau pareil. Puis, c'est comme un peu Korismaki, ça rejoint un peu ça. C'est la classe ouvrière laide, puis ils ont du fun pareil, puis il y a des belles choses malgré les difficultés. Ouais. Puis, l'attrait de Ryan Anderson, c'est que chaque scène dans son film, c'est un plan tableau. Puis, c'est genre le style, le fini visuel, ça ressemble à une toile, mettons. Sauf que, tu sais, mettons, le plan dure 5 minutes, ben, tu es dans le même plan tout le temps, mais il y a des choses qui se passent dans le plan. Puis ton œil va sur plein d'objectifs différents dans l'image au fur que la scène se déroule. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Je trouve que sa composition de ses plans sont extraordinaires. C'est vraiment un attrait intéressant. Fait que je sais pas si ça t'intéresse parce que c'est extrêmement lent comme cinéma. C'est contemplatif, puis il n'y a pas d'histoire vraiment. Surtout dans le deuxième, il y a moins d'histoire encore. C'est juste comme des scénettes, on dirait. Je dirais pas des sketchs parce que c'est... Ben, je trouve que c'est péjoratif de dire des sketchs, là, mais c'est comme juste des scènes qui se passent puis que tu suis l'évolution. C'est vraiment intéressant. C'est-tu un peu de type court-métrage ou c'est vraiment un long-métrage? Ben, tu as quand même des personnages récurrents dans les différentes scènes, sauf que c'est pas leur histoire. C'est juste... Okay. C'est comme si tu regardes un peu la vidéo puis tu vois des scènes de choses qui se passent. Okay. Puis ça fait réfléchir. Intéressant. Ah, mais ouais, moi, je trouve ça vraiment fascinant. C'est mon genre de film. Ouais. Je sais peut-être pas pour tout le monde. Là. Je suis pas sûr que tu aimerais ça. Surtout si Stéphane Lafleur a pris un peu de jus dans ce type de film-là. Il doit le remettre dans son art à lui. T'sais. Puis, même, je sais pas s'il a pris l'influence de ça ou c'est juste des affinités qu'ils ont. Parce que, mettons, Continental, c'est 2008, je pense. Puis ça ressemble beaucoup au film de 2014 que j'ai regardé. T'sais. Fait que je sais pas si l'autre aussi s'inspire de Stéphane Lafleur, ça m'étonnerait, là, mais ça serait le fun. Ouais, parce que l'autre, c'est ça, c'est moderne aussi. C'est encore aujourd'hui en fait. Là, puis, Ben, tu sais, Roy Anderson, je pense qu'il doit avoir 60 quelques années. Puis il a fait 5 films, je pense, dans sa vie. Oh. Mais l'affaire avec lui, c'est que c'est son studio de cinéma à lui. Il a son studio, puis il autofinance ses films. Fait que c'est un malade que. Tu sais, c'est suicidaire, là, autofinancer ses films, là, mais. C'est ça. C'est un peu comme Jacques Tati.
Ouais, vas-y. Ben, c'est parce que sûrement qu'il sait que son art, il est pas fait pour tout le monde. Fait qu'il se dit, ben, regarde, moi, j'aime ça faire ce type d'art-là, puis je vais le faire, puis c'est tout. J'aime les films contemplatifs, j'aime les beaux plans, les beaux jeux de caméra, mais c'est sûr qu'il y a un degré de, mettons, si le film est vraiment lent et il se passe pas grand-chose, je vais peut-être trouver ça plate, t'sais. Puis je suis quelqu'un, qui aime avoir une histoire quand même bien écrite, bien bâtie. C'est sûr que c'est un film contemplatif, là, ça devient un jeu de caméra. Il faut vraiment que le jeu de caméra soit vraiment prenant là, pour que je sois vraiment attiré vers ce film-là. Tu regardes Terrence Malick. Ouais. C'est un critique cinéaste que moi, j'adore tous ses films. Puis ses films sont lents, sont longs, sont lents. C'est très contemplatif. Son jeu de caméra est écœurant. Mais il y a toujours une histoire dans ses films. Il y a toujours une histoire bien, bien construite. De Une belle A à réflexion Z, aussi. Là. une belle réflexion. Puis, c'est long comme film, mais j'adore les longs films. Moi, tu me connais. Là, surtout que le film il est en bas de 2 heures, là, j'ai des doutes. Je suis comme, bah, ça prend au moins 2 heures. Ou 1h50, là, minimum. Mais pour qu'un film soit vraiment bien construit, là, au moins 1h50 là, pour qu'on ait du jus de l'histoire du début à la fin. Mais si le film, il n'y a pas de temps d'histoire où c'est très comme lent, puis que c'est juste des scènes, des images, faudrait que je regarde un de ces films pour vraiment dire est-ce que j'aime ça ou non. Stéphane Lafleur, j'ai jamais trippé sur ses films. Mais lesquels t'as vu? Viking, Continental, En terrain connu, puis Tudor Nicole. T'as vu les trois? Oui, il n'y en a pas fait d'autres, je pense. Non, c'est les seuls qu'il a fait. C'est ça. C'est sûr qu'En terrain connu, je l'ai vu quand j'étais quand même jeune, fait que ça ne m'intéressait vraiment pas. Faudrait que je le revoie. Continental, j'avais dormi dessus. J'ai trouvé ça long. Puis Tudor Nicole, j'ai aimé ça, mais en même temps, j'ai trouvé ça long. Là, j'ai aimé son style pour Tudor Nicole, mais je voyais pas, mettons, l'intérêt du noir et blanc ou de. Bref, mais je sais que toi, t'as adoré, puis c'est bien correct. C'est mon film préféré, Tudor Nicole. Oui, je sais. Je sais. Mais Viking, moi, en voyant l'annonce de Viking, je suis très intrigué. Je trouve que ça a l'air vraiment. Ça a l'air très différent de ce qu'il a fait avant, mais tu vas m'en parler, j'imagine. Là, tu vas pouvoir nous le dire. Ben, moi, de ce que j'ai entendu dans les entretiens, c'est qu'il a toujours rêvé de faire un film de science-fiction. Puis au Québec, c'est à peu près impossible. Fait qu'il y a comme. C'est à peu près impossible. C'est un film de faire assemblant de faire un film de science-fiction. Puis ça joue un peu sur le fait d'être quelque chose d'autre que t'es. J'ai hâte de voir, ça a l'air vraiment intéressant. Ça il y a plein de références. Non, je ne l'ai pas vu encore Viking, je vais le voir cette semaine. Non, non. Je pensais que tu l'avais vu, c'est pour ça. Non. OK. Ben écoute, moi aussi, je suis intrigué par ces films-là. Parce que justement, ça a l'air de. Tu sais, tu regardes, mettons, Tudor Nicole. Tu sais, je trouve que ça a toutes les. Pas les clichés, mais tu sais, toutes les barèmes d'un film québécois. Tu sais, c'est quand même. Tu sais, Je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. Non, mais je veux dire, quand tu regardes le scénario vu dans l'ensemble, c'est une jeune fille, une jeune femme dans le monde tout à fait normal qui c'est un drame là, quand même, c'est un drame peut-être pas sentimental, mais tu dirais que c'est quoi comme genre de film? C'est un drame. C'est une comédie, c'est une comédie, ça? Quoi ça? C'est dans l'école? Ouais. C'est une comédie, certain. Là. C'est de l'humour noir, c'est de l'absurde. Comédie dramatique, genre? Parce que ouais. la fille, elle fout rien de sa vie, là, je veux dire. T'as un petit gars de genre 7 ans qui a une voix de monsieur, c'est une comédie. Oui, mais ça c'est drôle, mais je veux dire, moi je dirais que c'est une comédie dramatique parce que c'est quand même sa vie, c'est de la merde, dans le sens que elle fout rien de ses journées, Mais tu regardes ça, puis c'est comme concept, comme idée de scénario, je trouve que c'est pas original au Québec. Au Québec, on en a plein de comédies dramatiques, ou de comédies, là. Je préfère des comédies de même. Mais c'est sûr que c'est original de la façon dont il l'a interprété, mais tu regardes, mettons, la bande-annonce de Viking, puis tu le sais que ça va être quand même flyé, puis vraiment,
out of nowhere du barème des films québécois qu'on a toujours, tu sais, ben pas toujours, mais tu sais, que les films qu'on connaît le plus, tu sais, c'est soit des comédies, soit des drames familiales, soit des drames d'amour, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. C'est bon. Non, mais toi, Ben, c'est parce que tu connais pas mal toutes les. Tu sais, t'as vu tous les petits bijoux qui sont pas tant exploités, tu sais, pas tant dévoilés au Québec. Tu sais, il y a beaucoup de films québécois qu'on n'entend pas du tout parler, mais que, tu sais, quand on fait des recherches, on trouve, puis c'est super bon, tu sais. Ben, parce que moi, le cinéma québécois, c'est pas les grandes comédies d'été qui sortent à grand déploiement. Là. C'est pas ça le Non, cinéma mais c'est québécois pour ça. moi. C'est ça. Non, mais je sais, mais c'est ça que je suis en train de te dire. Tu sais, Ouais. c'est pour ça que je suis sûr que tu comprends pas, mais ce que Non, je veux dire, je c'est, sais. tu sais, les gros films comme à la Hollywood québécoise, là, si je peux dire, tu sais, c'est soit des grosses comédies d'été ou tu sais, des drames à pu finir, ou tu as cet autre genre de film-là, de Stéphane Lafleur, mettons, qui sort Viking, puis que là, tu sais, il joue même près de chez nous. Tu sais, c'est rare, tu sais, quand même, que des films de ce genre-là jouent partout, tu sais, au Québec. Puis Ça, c'est le Viking, il a fun. l'air de jouer partout. Fait que, tu sais, Parce que je suis sûr que c'est pas accessible à tout le monde, le King non plus. Là. Ça a l'air flyé, raide. ben Puis oui, ça a l'air flyé, mais tant mieux si ça sort c'est partout. ce Là. genre de film-là qui sort le cinéma québécois du lot, dans le sens que on n'est pas juste là pour faire des petites comédies tranquilles ou des films à la Bon Cop, Back Up. Tu comprends? Oh, ouais, je comprends. C'est ça que je voulais dire. Mais j'ai hâte de voir. Je vais probablement aller le voir. Ouais. Il faut t'aller le voir. Il faut. Ça va Il être écœurant. faut, puis je vais faire tout pour. Mais pour revenir à Roy Anderson, tu disais Oui, des choses qui se passent rien, mais c'est un minimalisme, mais c'est pas du Carlos Regadas. Tu te souviens-tu qu'on avait regardé ouais. C'était clic, là, les Lumières silencieuses. Là. Oui. Ça, Ça, il se passe à rien pour vrai. ouais, Là, je m'étais endormi. Je m'étais endormi. Parce que l'autre, il y a Mais du l'image, mouvement, c'est beau. Là, mais l'image était belle. Ben oui. Oui, non, mais c'est pas mauvais comme film, c'est Ben non, extraordinaire. non. Mais... C'est contemplatif, mais c'est ça. C'est que c'est long, puis c'est un film pour montrer les images. Là, Oui, c'est ça. Ah. C'est justement dans Un pigeon perché sur une branche qui philosophait sur la vie ou sur l'existence. Ouais. Euh, T'as comme deux personnages que c'est des vendeurs de jouets ou de genre ils vendent des coussins qui rient ou des dents de vampire fucking longues. Puis des OK. masques avec un bonhomme qui n'a pas de dents, genre. Puis c'est comme pour faire plaisir aux gens, mais tu sais, ces gens-là, c'est comme des misérables qui n'ont pas d'argent, puis sont comme dans la misère. Puis tout ce qu'ils veulent, c'est comme essayer de faire plaisir aux gens. Tu te dis, hey, c'est le fun, cette Aïe, aïe. affaire-là. Tu peux être des grosses dents, puis c'est drôle, tu sais, mais je trouve que ça représente bien un peu la morale du film ou comme l'idéologie dans le film que malgré la difficulté, mais tu sais, faut s'assurer d'avoir du plaisir pareil. C'est ça. Très belle morale. Puis Et l'autre, fait que c'est un réalisateur à connaître. oui, moi, j'ai découvert ça cette semaine à cause de Stéphane Lafleur, puis j'ai très bien OK. raide. J'ai écouté un autre film aussi qui s'appelle About Endlessness, qui était en OK. 2019. Puis ben, ça m'a moins marqué que lui de 2014, mais c'était bon pareil. C'est le même style. La composition des plans sont extraordinaires. C'est comme si tu regardes l'histoire un peu ou la vie en général. C'est souvent ça. Je pense que tu as un recul par rapport à ce que tu regardes. Tu es comme en haut, puis tu Mm. vis ben, la misère un peu. Là. Ça me fait penser à du Coris Maki aussi dans les thèmes. C'est ça. Ouais. Mais celui-là m'a moins marqué parce que vois-tu, je me rappelle putain. OK. Mais c'est l'histoire en général, c'est quoi? C'est-tu encore comme une histoire un peu Ben, il n'y a pas sans, vrai. Non, il n'y a pas d'histoire, c'est ça. sans racine, là, C'est ouais. juste des moments, c'est ça. Tu as des personnages récurrents qui reviennent un peu dans les scènes, mais tu sais, c'est pas comme tu suis la progression d'un personnage. C'est juste, tu es au-dessus Mm. de ça, puis tu portes un regard sur l'humanité, sur la vie. Là, tu sais. OK. Fait que c'est ça. Écoute, Intéressant. je le conseille fortement. C'est très, très, très bon. Mhm. Je vais essayer de poursuivre dans cette veine-là, voir ce qu'il y a fait d'autre. Là. Ben oui. Surtout si tu vas voir Viking cette semaine. Ouais. Ben, je vais le voir assurément. Fait que, Stéphane Leclerc. fan de la fleur. Fait que c'est ça pour Hey, Roy Anderson, avec deux S, Roy Anderson. Roy comme roi, là. avec un Y, Ouais, c'est ça, comme, Roy. puis OK. Anderson avec deux S. Très bien dit. Je prends ça en note. Ouais. Cette semaine, Ben, Ouais. on est le 1er octobre. Ouais, c'est dans 30 jours ma fête. Là. Oui, bonne fête.
Puis, comme tu le sais, ben, le mois d'octobre se résume en fête à Benz, mais aussi... Mois de l'épouvante, là. Halloween! Le mois de l'épouvante! Fait que cette semaine, c'est sûr qu'il va y avoir des films d'horreur, des thrillers, des suspens, plein d'affaires. Puis, cette semaine, c'est principalement ça que je vais te parler. Des films d'horreur, suspense, thriller, drame un peu bizarre. Mais bref, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveautés au cinéma dernièrement. Là. Beaucoup de films d'horreur ou des thrillers dans ce genre-là. Puis je suis tout allé les voir, Ben. Je suis tout allé les voir. Je te commence avec mon coup de cœur. Ben, j'ai eu plusieurs coups de cœur, mais il y en a deux qui se sont démarqués du lot. Dans le fond, tu sais, j'avais un peu perdu confiance dans les films d'horreur dernièrement, je dois t'avouer, Ben. Les derniers films d'horreur que j'ai été voir, j'ai pas eu de. Ben, les derniers, je veux dire, avant cette semaine, là. Avant les 2 dernières semaines. J'avais pas eu de tu sais, je pense qu'un des derniers, c'était Black Phone. Tu sais, j'avais été intrigué par l'annonce, puis surtout avec Ethan Hawke, puis tu sais, j'étais emballé pour aller voir ce film-là, mais j'avais rien ressenti de joyeux quand je suis sorti de la salle. C'était un film d'horreur bien normal, puis il se passait pas. Ben, même si c'était moins horreur que j'aurais pensé, c'était plus suspense, si tu veux, un thriller. Je t'en avais parlé, tu sais. Puis c'est surtout des films, du genre de fantômes, dans les dernières années, c'est paranormaux, puis on n'a pas les mêmes slashers qu'on avait dans les années 90. C'est sûr, là, il y avait eu Scream l'année passée, cette année, en fait, là. C'était Scream, c'est sûr que c'est bon, c'est ma saga de slasher préférée, mais c'est sûr que quand tu regardes des films plus paranormaux, ben là, ça devient du pareil au même, on dirait. Puis là, cette semaine, ben, j'ai vu plusieurs styles de films d'horreur, dont un qui est plus par rapport à des monstres, puis un autre qui parle plus un peu d'un fantôme, si tu veux, là, d'un esprit malveillant. Puis ça, c'est un de mes coups de cœur de la semaine que j'ai été voir hier, justement. Fait que c'est très récent dans ma tête. C'est Smile. Moi, ça m'intrigue parce que les gens qui sourient de même, ça a l'air vraiment freak. Là, fait que... Oui. Ben, c'est un peu comme les clowns. Avec Hit, là, c'était pour les clowns, mais là, c'est les sourires. Ben écoute, moi, j'ai été très, très surpris par ce film-là. C'est sûr que l'annonce m'emballait. Avec l'annonce, je trouvais que ça avait l'air vraiment bon. Puis, tu sais, j'étais un maniaque de films d'horreur. Puis, là, vu que j'ai été déçu dans les dernières années avec ce genre de film-là, j'ai jamais été vraiment un tripeux de films paranormal, si tu veux, là, entre parenthèses. Moi, je suis plus de type slasher ou monstre, quelque chose comme ça. Mais paranormaux, c'est sûr, j'ai des bons films comme La Conjuration, j'ai adoré ça. Là, Insidieux, j'avais aimé le concept, mais ça reste que c'est pas mes films préférés. Je trouve qu'ils utilisent beaucoup trop le son fort, puis ça donne rien dans le film. Mais là, tu vas voir Smile, puis l'histoire, dans le fond, c'est une thérapeute qui a vécu quand même un traumatisme quand elle était jeune. Puis là, il y a une de ses nouvelles patientes là, jeunes qui se suicide devant elle en souriant, puis elle lui a raconté avant que là, elle était comme poursuivie par quelque chose qui prend les visages des autres, puis que, elle voit des gens qui sont morts, son grand-père, mettons, qui est mort, puis là, elle le voit, puis c'est comme la chose qui a pris le visage de son grand-père, puis il sourit de façon malveillante, quelque chose comme ça. Puis, déjà là, ça, c'est une prémisse qui m'attire vraiment parce que c'est un bon concept, je trouve. Le sourire, tout. Comme tu dis, c'est un peu. C'est très glauque, là, comme prémisse. T'sais. Parce que le sourire, en général, c'est le fun. Quelqu'un te sourit, c'est le fun. Tu souris de. Je sais pas si toi, tu souris aussi, là, Ben, mais quand on nous sourit, d'habitude, on sourit. T'sais. Sauf que là, si quelqu'un te sourit dans ce film-là, là, il faut pas que tu vas vers cette personne-là. T'sais. Mais bref, déjà là, la prémisse m'intrigue vraiment. Fait que là, c'est ça, la personne, elle raconte ça, puis elle se suicide devant elle. Puis là, ben, c'est comme si c'était
une malédiction, si tu veux, qui se colle à la peau de la personne qui a vu l'autre personne se suicider en souriant, tu sais. Puis le film, dans le fond, il est très basique, là, c'est très cliché, si je peux dire, là, entre guillemets, mais c'est les meilleurs films qui ont ce genre de cliché-là, dans le sens que le personnage principal rencontre une personne qui est atteinte de ce maléficisme-là, si tu veux. Puis après ça, ben là, elle se rend compte qu'elle l'a collé sur elle, puis elle fait une recherche, tu sais, c'est comme un peu un film d'aventure, si tu veux, mais d'horreur, sur le fait qu'elle commence à faire des recherches pour savoir qu'est-ce qu'il a su partout, c'est quoi cette espèce de personne-là qui la hante, cette personne occulte-là qui la hante, puis qui la su partout, puis qui fait peur, puis tout le kit. Puis là, ben là, elle a tout le temps des espèces de sidekicks là, qui la suivent partout puis qui l'aident. Dans ce cas-ci, c'est comme c'est son ex qui est agent de police. Puis là, lui, ben, il va la suivre un peu partout puis il va essayer de l'aider. Mais là, elle veut être seule parce que là, si elle se suicide devant quelqu'un, ben là, elle donne la malédiction à l'autre. Puis, mais moi, je trouve ça bon. C'est un bon film qui se passe des choses. Puis ça nous fait penser à certains des meilleurs films d'horreur de ce genre-là, un peu... de paranormal là, avec des fantômes et tout, ben, on pense à The Ring, tu sais. The Ring, c'était ça. On pense à The Grudge. The Grudge aussi, tu sais, c'est deux films qui ont été comme qui ont été repris, là, un remake par des Américains, mais à l'origine, c'est des films japonais. Fait que Smile, j'ai pas fait de recherche, mais je pense pas là, que c'est un remake. Là. C'est vraiment, je pense, une invention, là, une création unique. Mais c'est sûr que, le film, il n'est pas original, dans le sens que, ça va être comme je t'ai dit, comment c'est construit le scénario, ça nous fait penser à beaucoup de films qu'on a déjà vus. Par exemple, ces films-là, moi, le dernier, justement, qui est construit comme ça, puis qui a vraiment marché, c'est The Ring, selon moi, parce que The Ring, c'est un des meilleurs films que j'ai vu d'horreur. Puis, tout est bon, dans ce film-là. La quête du personnage est bonne parce qu'elle veut rechercher, The Ring, je ne sais pas si tu l'as vu, là, mais c'est une vidéo, que les gens regardent, puis là, tu meurs dans 7 jours, Fait que, là, la personne, ben, Naomi Watts, qui regarde la vidéo, ben, elle, sa quête tout au long du film, c'est qu'elle a 7 jours pour découvrir c'est quoi cette vidéo-là, puis pourquoi est-ce que la vidéo veut la tuer, Ben, Smile, c'est un peu le même concept, le personnage principal, elle a comme environ 4 jours pour trouver d'où ça vient, ce maléfice-là, puis, comment elle va faire pour s'en sortir, puis c'est quoi la solution. Puis là, elle rencontre, tout le monde qui a eu cette malédiction, c'est comme une chaîne, tout le monde se suicide devant quelqu'un en souriant. Puis là, c'est comme le monstre, si tu veux, là, qui a pris le visage, qui prend la possession du corps des gens, puis il sourit à quelqu'un, puis il se suicide devant. Puis là, tu vois pas tant de morts. J'aurais peut-être pris plus de morts pour ce film-là, mais c'est quand même, c'est gore, tu vois quand même des images gore, puis ça, j'aime ça, parce que ça fait partie de l'horreur, le sang, que ce soit, pas tant dans, t'es pas obligé d'aller dans l'extrême comme Décadence pour que ça fasse peur, mais qu'il y ait un peu de sang, ça montre que c'est un film sérieux, je pense à d'autres films, là, dernièrement, il y a eu d'autres films qu'il n'y avait pas tant de sang, tu penses un qui m'avait vraiment déçu, là, en fait, puis que j'avais lu que il y a des gens qui comparaient un peu justement Smile à ce film-là, c'est Truth or Dare, Vérité ou conséquences. Je sais pas si tu en as entendu parler, là. C'est quand même mieux, là, 2016, je pense. Non, j'ai pas vu. Ben, il est pas, je te le conseille pas parce que c'était pas, c'est un peu bébé comme film, là. C'est une gang de jeunes adultes là, qui jouent à Vérité et conséquences dans une espèce d'ancienne église mexicaine. Puis là, il y a comme une malédiction qui vient à eux par ce jeu-là. Puis là, ils n'ont comme pas le choix de dire la vérité ou faire la conséquence, sinon ils crèvent. T'sais. Puis là, quand ils crèvent, ben, ils sont comme possédés par cet esprit-là, puis ils sourient au bout. T'sais. Mais c'est comme un sourire vraiment fake, là, un peu comme Snapchat. Snapchat, t'as un filtre, admettons, sourire, puis là, t'as un super gros smile, mais
tu sais, ce film-là, il n'y avait aucun lien, puis il n'y avait même pas de sang, on voyait rien, puis je trouvais ça vraiment ridicule, puis plate, là. Tu sais, quand ils mettent pas de sang de même, c'est parce qu'ils veulent avoir une audience comme, 13 ans et plus, mais les petits-enfants vont sûrement suivre leurs parents, puis ils vont aller voir, t'sais. Mais dans Smile, ce que j'ai aimé, c'est que c'était vraiment les personnes, les acteurs souriaient normal, tu sais, c'était pas un sourire exagéré. Fait que ça fait d'autant plus peur, je trouve. Tu sais, je sais pas si t'es comme moi, là. Ben, moi, quand je vois la bande-annonce, ça me fait peur. Fait que oui, je comprends. Ben, pour vrai, c'est ça que j'ai aimé du film, c'est que le scénario est bien construit, la quête du personnage est excellente, et elle tient en haleine tout le long du film. Tu veux savoir c'est quoi qui la suit partout. Puis, ben, les scènes effrayantes, les sauts, pour vrai, moi, je suis pas quelqu'un qui va avoir peur là, dans les films d'horreur. J'en ai vu d'autres, puis je connais je connais, si tu veux, le barème de l'horreur. Là, normalement, c'est tout le temps les mêmes sauts qu'ils donnent. Mais dans ce film-là, j'ai eu peur dans le sens que je trouvais que les scènes étaient effrayantes. T'sais. J'ai pas eu peur de sortir mon popcorn de son sac et tout, là, mais j'ai pas crié là, dans la salle, mais c'est sûr que j'étais dans une représentation quand même tard, mais il y avait beaucoup de jeunes quand même, là, des ados là, dans la salle. Puis ça criait. Il y a des gens qui avaient peur, puis, ou bien ça riait de gêne parce que là, ils savaient qu'elle allait avoir peur. Mais fait que ça, pour moi, c'est un film d'horreur gagnant. Les gens crient puis ils ont peur. C'est ça qu'on veut, aller voir un film d'horreur. Fait que, en gros, c'est du remanché, mais vraiment efficace. C'est ça que tu dis? Oui, c'est très efficace. Moi, j'ai adoré ça. C'est probablement un des meilleurs films d'horreur cette année là, que j'ai vu. Okay. Puis, les acteurs sont bons. C'est pas des acteurs tellement connus. Comme l'actrice principale, je la connais pas. Je pourrais même pas dire son nom. Mais son sidekick, qui joue son ex, c'est Kyle Gallner. Lui, on l'a vu souvent dans des films d'horreur, justement, mais c'est un bon acteur, je trouve, pour ce genre de personnage-là, qui est comme sidekick, puis qui essaie de... Oui, c'est ça, c'est elle. C'est Sosie Bacon. Ah, OK. Je connais pas. C'est la fille de Kevin Bacon? Peut-être. Ou sa nièce, ou... C'est la fille de Kevin Bacon. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce que tu... Elle avait le même nez. Puis, ben, c'est ça. Ben, sinon, le seul. Il y a Kyle Payne, mettons, qui joue dans Harold et Kumar. Là. Ouais. L'Indien là, qui joue Kumar, ben, là, ouais. il avait un rôle là-dedans. Lui, il est drôle, mais il jouait bien, mais un petit rôle de rien. Puis sinon, ben, c'est ça. Kyle Gardner, lui, il avait joué dans un de mes meilleurs films d'horreur aussi là, que j'ai vu. On parle pas beaucoup là, en général, mais c'est un film de 2009, La Malédiction au Connecticut. Je sais pas si tu as vu ce film-là. Non, je pense pas. Très bon film d'horreur. Je le conseille à tout le monde. Là. Malédiction au Connecticut. Surtout que l'Halloween arrive à grands pas. Là. Ça reste à voir parce que c'est une histoire vraie. Ben, une histoire. C'est basé sur des faits réels. Là. Une maison hantée au Connecticut. Puis là, lui, il jouait un jeune qui est atteint d'un cancer. Puis il voit des fantômes partout qui se font couper des paupières. En tout cas, c'est écœurant. Puis c'est bon. C'est bon. Bref. Smile, c'est à voir. Okay. Là, il nous reste 9 minutes dans cet enregistrement-là. Veux-tu qu'on aille avec Alex Garland? Ben oui. OK. Certain. Veux-tu commencer avec Ex Machina ou on va avec Man tout de suite? Ben, je peux parler un peu d'Ex Machina. Ça faisait quand même un bout. Je l'avais juste vu une fois, moi, ce film-là. Ah oui. Moi, ce film, je regarde régulièrement parce que je trouve ça fucking génial. Ben, il est excellent. Il est excellent quand je l'avais vu. Puis je l'ai réécouté avant de voir Men. Puis très bon film, très bon film. C'est quand même minimaliste. Hein? Quand tu y penses, c'est. Tu sais, je sais pas combien ça a coûté, là, ce film-là. Je vais aller voir. Mais tu sais, c'est un huis clos. 4 acteurs, puis. Ben oui, c'est un huis clos, puis c'est Domhnall Gleeson qui a comme un. Il gagne un concours, si tu veux, à sa job, puis il s'en va visiter, dans le fond, la maison de son patron, qui est comme reclus, vraiment, je me rappelle plus c'est où, là, c'est comme dans une jungle amazonienne. Non, pas amazonienne. Norvégienne, comme. Il est dans les montagnes, il est caché vraiment en nature, puis il est tout seul, il vit tout seul là, c'est Oscar Isaac,
qui joue son patron. C'est comme un fou des... Ben, c'est un genre de Ouais, je te dirais Zuckerberg. C'est le genre de Steve Jobs, milliardaire là, un qui peu. contrôle l'Internet. Là. Ouais, c'est ça. Dans le fond, lui, il travaille sur la conception d'un AI, intelligence artificielle, puis il essaye de leur donner une forme humaine, puis vraiment comme que ce soit parfait. Là, tu sens qu'il est un peu, il est déjà un peu comme, comment dire, omnibulé par son travail. Là. Il est comme un peu perdu dans sa tête parce que lui, il vit tout seul là. Là, il y a comme une femme, si tu veux. Là. Ça a l'air de sa femme. Puis, c'est une japonaise. Là. Elle a l'air d'être japonaise. Puis elle, elle fait juste servir des verres ou faire des affaires. Puis, même un moment donné, il dit ah, tu veux-tu, non, pas. C'est pas Skarzak qui dit, mais Domhnall Gleeson qui est seul avec la femme d'Oscar, puis elle fait juste se mettre nue, puis là, elle commence à vouloir faire une pipe. Puis là, il dit non, touche-moi pas, qu'est-ce que tu fais? C'est un peu bizarre, on est comme dans un environnement un peu bizarre. Puis là, ben, son patron, il dit ben, toi, t'es là pour faire un test. Je me rappelle plus c'est quoi le test. Ben, c'est pour savoir si l'intelligence artificielle peut avoir des émotions ou être rationnelle. Ouais, c'est ça, mais il y a un nom, ce test-là. Je sais pas. Parce que je pense que c'est un test qui existe pour vrai, là, de tester l'intelligence artificielle, là, pour savoir à quel point est-ce que l'intelligence artificielle est bon, pour répondre justement. Puis, comme le degré de ce test-là, c'est de savoir est-ce que la personne va se rendre compte que c'est une intelligence artificielle ou bien est-ce que la personne va, admettons, oublier le fait que c'est une intelligence artificielle, Puis là, fait que là, lui, il va commencer à parler avec justement l'intelligence artificielle, puis c'est Alicia Vikander qui joue ce robot-là, ce personnage-là. Puis c'est bon de fil en aiguille, il tisse des liens avec elle, puis là, il tombe comme en amour. Puis là, c'est de savoir est-ce que l'intelligence artificielle peut tomber en amour ou joue le jeu d'être en amour parce qu'elle est comme programmée pour ça. En tout cas, c'est vraiment exceptionnel comme film. Puis, c'est de savoir qui manipule qui. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est ça. Il y a une bonne twist finale, puis très bons acteurs. J'ai adoré ce film-là. Bonne réflexion aussi. On vient là sur Men, oui. ça revient avec une réflexion sur notre société. Sur, oui. Ben, surtout sur la société qui se bâtit en ce moment, que l'intelligence artificielle arrive, elle est déjà là, puis elle prend de l'ampleur. Peut-être pas à ce degré-là, d'avoir des êtres humains AI, là, mais ça va sûrement s'en venir. D'après moi, les Japonais travaillent déjà là-dessus. C'est sûr que ça existe. Je suis convaincu que ça existe déjà. Ouais, parce qu'on n'a pas vu de vidéo, là, Ben. Ouais, mais ça doit exister. Ben, c'est sûr que ça travaille. C'est sûr que ça travaille les gens, mais regarde. Puis tu sais, ce film-là est vendu, c'est vendu comme une science-fiction, mais c'est fuck all de science-fiction, c'est que la réalité. Là. C'est le pire. Là, ben, moi, dans 10-20 ans, là, c'est ça. Ça va être ben c'est comme au début. C'était au début, ça. Mais c'était-tu chez IBM ou je me souviens plus où, qu'il avait mis deux intelligences artificielles qui parlaient ensemble. Ils sont partis une fin de semaine, puis ils sont revenus le lundi, puis ils comprenaient pas ce que les deux se disaient. Fait qu'ils ont tous débranché ça pour dire c'est fucking trop dangereux. Là, ils ont perdu le contrôle là, en 2 jours. Là. Ils ont bâti leur propre langage. Ouais, c'est ça. Ouais, ben écoute, c'est quelque chose. Hein. Mais tu sais, ce film-là, en plus, justement, il est là pour dire que ça fait peur, ce genre de. Ça fait peur, ce genre de science-fiction-là. Ben, science-fiction, ce genre de création-là, parce que justement, le créateur, c'est un peu comme l'histoire de Frankenstein, puis le monstre. Tu crées un monstre, ben le monstre, il a beau aimer son créateur, il va toujours vouloir surpasser son créateur, puis il va toujours vouloir le dominer. Fait que la domination, Ben. La domination. C'est sûr. T'sais. Mais ce film-là, Ex Machina, je l'ai toujours vu comme un thriller de science-fiction. Puis ça pourrait devenir un thriller histoire vraie. Un thriller historique. Fait que là, ben, c'est ça. J'ai écouté ça pour me primer pour Men. Parce que Men, j'avais pas vu. Tu sais, on avait vu l'annonce, mais ça n'avait pas joué partout. Là, pour vrai. Moi, j'avais pas joué dans mon coin.
Puis c'est un film ça qui a n'avait des pas joué critiques. longtemps. Non. Ouais, puis c'est assez mitigé. C'est un film qui a peut-être pas été vendu ben. Puis qui est, ben, selon les critiques, c'est compliqué à comprendre. Moi, j'ai pas trouvé ça compliqué à comprendre du tout. Hmm. J'ai pas trouvé ça inaccessible. Là, non, c'est ça. Ben, l'idée de base, l'idée de la morale de l'histoire est facile à comprendre quand même. Là. Comme tu me disais, c'est la toxicité des hommes, les hommes toxiques. Ouais, non, mais c'est plus que ça. Masculinité toxique. Ouais, c'est plus que ça. C'est plus que ça, mais comme l'idée de base, c'est ça. Puis ça se développe avec justement des scènes un peu creep, effrayantes. Mais moi, j'ai pas aimé ça comme film. Je te l'avais dit, moi j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça plate, je trouvais qu'il se passait rien dans le film. Je trouvais, c'était même pas comment on disait tantôt, contemplatif, j'ai même pas trouvé que c'était contemplatif, c'est des longues scènes, un bon jeu de lumière, un peu partout, mais il y a comme j'ai pas vu de jeu de caméra dans ce film-là, on dirait. Il y a comme pas de. Les plans étaient beaux, mais il n'y a pas de jeu de caméra vraiment contemplatif. Puis, je trouvais, on suit le personnage principal, qui est la femme. Ça aussi, c'est très minimaliste là, comme film. Là. C'est un huis clos, quasiment. Là. Ouais, c'est un huis clos. Puis, il y a 2 acteurs, ou 3 peut-être, là, si on compte la fille, son ex. Là. Ouais. Ouais, puis c'est ça. T'as la fille, son amie aussi, là. Ouais, c'est ça, son amie aussi. Fait que, t'es comme, encore là, t'es très minimaliste, tu restes tout le temps à la même place, ça découvre un peu le petit village, parce que, dans le fond, l'histoire, c'est que, je sais pas si tu voulais la... Ouais, je peux y aller. Dans le fond, c'est une fille qui est en vacances en Angleterre parce que son ex s'est suicidé à cause qu'elle l'a laissé. Puis son ex était toxique, il était violent, puis il était pas gentil. Puis c'est comme... Ouais. Si, elle est toujours rattrapée aussi par cet événement-là qu'elle a vécu. Puis, pour moi, cette scène-là est vraiment forte, le suicide du gars, parce que c'est la violence psychologique extrême. Tu peux pas aller plus loin que ça, de faire subir le fait de mettre la mort sur la conscience de quelqu'un. C'est fucking génial. Moi, j'adorais ça. Là. Puis là, rendu là, t'as comme le landlord, comment t'appelles ça en français, un landlord? Le propriétaire des lieux. Ouais, un propriétaire, c'est ça. Qui est là, puis que lui, il s'occupe de ça, mais alentour, t'as comme d'homme immobilier, le concierge, quelque chose comme ça. Bon, c'est ça. C'est lui qui s'occupe des lieux. Puis je pense que c'est lui qui loue sa maison aussi. Puis là, dans le fond, c'est ça. Il présente la maison. Puis là, il y a un monsieur tout nu qui la stalk, qui s'en va genre sur le bord des fenêtres. Puis là, elle appelle la police. Puis il y a un monsieur tout nu qui est comme là, puis ça n'a pas sa place. C'est inacceptable. Puis là, avec la police, c'est comme si la police s'en foutait, puis il libère le gars tout nu, puis elle est comme, ben non, mais tu peux pas faire ça, tu sais, Marcel, puis il est tout nu, puis c'est dangereux. Ah, ben c'est ça, c'est un petit village, puis ces policiers-là sont comme habitués à lui, ils disent, il est pas méchant, il se promène tout nu, puis c'est tout. Puis après ça, elle va se promener comme dans le village, elle va rencontrer un prêtre ou un pasteur, je sais pas trop c'est quoi, puis tu vois qu'il y a comme un discours fucked up aussi par rapport à la fille, puis je me rappelle plus trop ce qu'il dit, là, mais tous les personnages, dans le fond, tous les hommes sont joués par le même gars, là, qui est le landlord. Puis ils ont tous des comportements un peu nocifs, puis pas bien envers les femmes. Je pense pas qu'il veut dire que tous les hommes sont de même, ça m'étonnerait. Mais c'est pas ça le point. Là, Puis c'est ça, dans le fond. Puis c'est comme s'il faut que, à travers tous les discours nocifs, puis la masculinité toxique qui est intergénérationnelle, puis qui est sociétale, il faut qu'elle apprenne à faire son deuil, puis de relâcher le fait que la violence qu'elle a vécue avec son ex pour comme accepter le reste. Moi, je l'ai vu de même un peu. Là. Ouais. Je sais pas si tu as vu ça, toi. Là. Mais il y a beaucoup de choses à voir. Dans le sens que, comme tu me disais, il y a des gens qui faisaient la critique du film qu'ils n'ont rien compris parce qu'ils essayaient de comprendre quelque chose d'autre, de plus. Comme tu disais, c'est pas compliqué l'idéologie du film, mais c'est vrai qu'il y a des scènes comme à la fin que c'est très surréaliste, c'est très c'est très surnaturel là, ce qui se passe à la fin, fantastique, mais
tu essaies de comprendre au-delà de ça. C'est comme la naissance d'un nouveau mâle, si tu veux, toxique. Puis en tout cas. Moi, je verrais plus ça dans le sens que c'est la passation de cette idéologie-là ou de ces idées-là qui passent d'une génération à l'autre. Comme ça, c'est pour ça que chacun accouche de l'autre. Puis c'est comme si ça se transmet, ces idées. Ce machoïsme. Macho man? T'allais-tu dire ce macho man-là? Le fait d'être macho, ce comportement-là se transmet par société. Dans le fond, les gens reproduisent ça parce que c'est ça qui est véhiculé un peu, puis c'est ça qu'ils voient, puis ils apprennent les comportements. Là. Je pense pas que c'est des comportements innés. Là. Non, c'est ça. Mais écoute, c'est ça. La fin, je trouve, il allait un peu. Toi, je sais que tu as trouvé ça génial, sûrement. Moi, j'ai aimé ça, le film. J'ai vraiment aimé ça. Je trouve que ça apporte des belles réflexions. Ouais. C'est pas son meilleur. À la fin, je trouvais que c'était un peu too much. Là, comme, il en mettait un peu trop de fantaisisme pour justement cette idée-là. Mais en même temps, c'est peut-être sa façon de dire regardez comment cette idée-là est ridicule, puis que, pourquoi est-ce qu'on se transmet ça entre hommes, ou je sais pas quoi. Mais. Moi, il y aurait peut-être un lien à faire avec son amie qui est enceinte aussi à la fin, là, parce que c'est quand même bizarre là, qu'on la voit. Tout le long du film, elle parle à son amie sur Zoom, admettons. Là. Puis, elle dit je suis pas bien ici, je veux partir. Puis, elle l'encourage à rester, à dire regarde, t'as vécu de quoi avec ton ex, il s'est suicidé devant toi, c'est pas rien, reste là, puis profite de tes vacances toute seule pour te ressaisir. Puis là, à la fin, on la voit, cette amie-là, arriver, puis est enceinte. Tu sais, moi, je pense qu'il y a peut-être de quoi à voir là-dedans, mais en même temps, peut-être qu'il n'y a rien non plus. C'est sûr qu'il y a de quoi à voir là-dedans. Mais je pense peut-être trop. Ben. C'est un pensant. Ah ouais. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est ça, puis c'est comme si tu vois les deux ensemble, puis gars, il faudrait rebâtir comme quelque chose de nouveau, puis oublier un peu ces valeurs-là pour le mieux de tout le monde. Là, mais j'ai aimé, comme tu disais, j'ai aimé les scènes de son passé quand on voyait avec son ex-mari là, qui a l'air violent, puis il a l'air justement être un peu possédé par elle, là, comme possédé, obsédé, si tu veux, là, par elle. Puis c'est clairement un homme toxique, là, red flag on a stick. Mais ben, tu vois-tu, moi, ces scènes-là, justement, en flashback, je trouve que c'est ça qui tient le film en haleine. Puisque enlève ces scènes-là, c'est vrai que c'est long. C'est vrai que c'est long. Parce que tu essaies de voir c'est quoi le but, justement, de cet homme-là nu qui la suit partout. Moi, j'ai aimé la scène dans le tunnel. La première fois, dans le fond, qu'elle voit ce gars-là, qui la stalk, dans le tunnel, c'est comme, on dirait un utérus, elle voit au bout du tunnel, cet homme-là qui l'attend, puis c'est comme... Elle a peur, puis c'est quand même fréquent cette scène-là, mais c'est juste creep. Je dirais pas que ça fait peur, c'est creep. Puis tu te dis, OK, si j'étais elle, j'aurais peur, mais mis à part ça, je crois que le film était long, puis il se passait pas grand-chose. Ça nous tient en ligne, comme tu dis, parce qu'on veut savoir c'est quoi l'idée derrière ça, qu'est-ce qu'il voulait nous dire. Mais quand tu compares à Ex Machina, c'est pas aussi bon, là. C'est pas aussi bon. Non, c'est ça. avec un pretzel. C'est ça. Mais c'est pas mauvais pour autant. Moi, j'ai aimé ça pareil. Mais c'est pas le même calibre qu'Ex Machina, assurément. Pas mauvais, mais j'ai pas aimé ça. Mais, tu sais, la scène où est-ce qu'elle check par la fenêtre, puis tu vois son ex qui se pitch au ralenti, ça me rappelle un peu, tu sais, la fin du monde dans Mélancolia de Lars von Trier. Je trouve ça beau, là, visuellement. Là. C'est vrai. C'est peut-être un hommage qu'il faisait Peut-être. Mais, oui. Ben, moi, je le conseille. Je sais pas si toi, tu le conseilles. Moi, je le conseille. Ben, ce serait difficile pour moi de le conseiller parce que j'ai pas aimé ça. Mais, te connaissant, mettons, le genre de personnes comme toi, ils vont sûrement trouver leur pied dans ce film-là. Mais, mettons, je le conseillerais pas, mettons, aux fans d'horreur qui veulent voir. Parce que tu regardes l'image, ça a l'air d'un film d'horreur. Tu regardes la bande-annonce, ça a l'air creep au bout. Je le conseillerais pas pour ceux qui recherchent vraiment juste ça. Non, moi, je considère pas ça un film d'horreur. C'est plus un film d'auteur. Ouais, je dirais que c'est un suspense fantaisiste. Là, ouais. Mais bon, il y en a de même. Il y a des films de même dans la vie. Faut l'accepter, ben.
En tout cas, moi j'aimais ça, je le conseille à tout le monde. Oui, ben oui. Ben, écoute, combien sur 10? Combien sur 10? Je te dirais entre 6,5 et 7 sur 10. Là. Ah, OK. Pas super, je pensais que tu allais dire 8. Là, j'avais dit, Non, hey, non. ben, oh. Non, non, non. Non, c'était bon, là, mais Ouais. j'aimais ça pareil. Excellent. Tu veux-tu que j'aille avec mon autre coup de cœur? Vas-y, oui. Pendant qu'on est dans l'horreur. Mon autre coup de cœur de la semaine, ça fait 2 semaines que je l'ai vu, là. C'est un film qui n'a pas l'air de jouer partout. En fait, dans mon coin, il ne jouait pas. Je suis allé à Brossard, 10-30 pour le voir. Parce qu'il est sorti juste en anglais. Fait que, il y a 2 films là, dernièrement qui sont sortis en anglais. Pearl, le prequel de X que je vais te parler un peu plus tard, puis Barbarian. Okay. Barbarian, qui m'intriguait comme film. C'est un film moi, j'ai vu beaucoup de teasers là, de ce film-là sur Facebook, Instagram, tout. Puis, c'est un film d'horreur par les créateurs de Grudge puis de Ring. Les originaux remakes, là, je parle. Pas sûr, mettons, les nouveaux. Il y a eu un nouveau Grudge là, récemment, puis il y a eu The Rings récemment. Les créateurs qui ont scénarisé ou qui ont. Me semble que c'est production. Producteur, ok. Ouais. Mais je pense que le réalisateur, il a scénarisé, je pense, The Ring. Mais je suis pas sûr, il faudrait que je fasse des recherches. On va aller voir. Mais, tu sais, déjà là, fait que là, comme je te parlais, The Ring, on en a parlé là, tantôt. Tu sais, c'est un de mes meilleurs films d'horreur. Puis The Grudge, j'avais aimé ça aussi. Fait que là, il me parle de Barbarian, que dans l'annonce, tu vois pas grand-chose. C'est une fille qui a l'air d'emménager dans un Airbnb, là, comme une maison louée. Puis elle découvre que Puis là, il y a comme un coloc qu'elle n'était pas censé avoir, mais le gars, il a réservé lui aussi cette maison-là. Fait que là, c'est Bill Skarsgård qui est là. Puis c'est un Christy de bon acteur, lui. Hein? C'est lui qui fait It, Pennywise. Ouais. Puis moi, je l'ai surtout aimé puis connu dans la série Castle Rock. Je sais pas si tu as entendu parler de cette série-là. Il y a 2 saisons, mais c'est 2 histoires complètement différentes. Là. Mais Castle Rock, c'est une histoire de Stephen King. Ça se passe, dans le fond, Castle Rock, c'est comme un village, tu veux, là, une île, où il y a un gars. Attends, ça fait quand même un bout que je l'ai vu, là. C'est une saison, je pense qu'il y a 12 épisodes, quelque chose comme ça, 10 ou 12. Puis c'est un jeune qui revient dans sa ville natale, là, Castle Rock, puis dans le fond, je pense que c'est un thérapeute, si je me souviens bien, là, mais en tout cas, il s'en va dans la prison de Shawshank, puis il découvre que dans la cave, dans le sous-sol, il découvre qu'il y a un jeune qui est comme enfermé là, il est comme enchaîné, il est emprisonné. C'est Bill Skarsgård. Fait que là, il le libère, puis il loge, si tu veux, puis il se passe tout plein d'affaires. Tu sais, c'est Stephen King, là, fait que l'idée du Shining est là, puis il se passe plein d'affaires durant la série. C'est quand même une série, c'est une mini-série, là, mais c'est quand même long, là, c'est lent. Mais j'ai préféré la saison 1 à la saison 2. La saison 2, il se passe complètement autre chose, là, c'est différent au bout, mais en tout cas, je le conseille là, pour ceux qui aiment Stephen King. Là. Bref, où est-ce que j'en étais? Bill Skarsgård. Dans l'annonce, c'est ça, tu vois qu'elle arrive, c'est comme un gars qui a loué lui aussi cette maison-là. Puis ils décident d'habiter ensemble. Puis là, dans l'annonce, tu vois juste que la fille, elle découvre un passage secret dans le sous-sol. Puis c'est comme un long tunnel noir. Puis là, il y a de quoi qui se cache là-dedans. T'sais. Mais l'annonce te dit rien. Là, c'est vraiment rien. Je sais pas si tu as vu l'annonce. Là. Non, j'ai rien vu de ça. OK. Mais c'était très intriguant. Fait que là, moi, j'avais hâte d'aller voir, parce que là, ça disait meilleur film d'horreur de tous les temps. Tout. Fait que là, c'est pour vendre, là, ça, c'est de la publicité, mais ça m'intrigue quand même. T'sais. Fait que là, je suis allé voir ce film-là. Puis, pour vrai, c'était écœurant comme film. C'est complètement pété là, comme film. Il dure 1h45, genre environ. Là. Puis, pour vrai, c'est très minimaliste, comme on parlait. Dans le film, il y a 3 gros acteurs là, principaux. Dans le fond, il y a la fille que je connais pas. Je connais pas son nom. Georgina Campbell. Ah, OK. Tu connais? Je l'ai, C'est-tu la fille de Kevin Campbell? C'est la fille de.
Parent inconnu, je pense. Ah, ok, bon. Bref, c'est elle, le personnage l'actrice principale, dans le fond, du film. Oui, vas-y. Son père, c'est Kent Campbell, c'est un Jamaïcain, c'est une police. Ah! Ah, c'est ça. Je sais. Nouvelle, On l'aurait appris aussi, là. nouvelle profession familiale. Mais bon. C'est ça. Fait qu'elle, c'est elle l'actrice principale du film. Puis t'as Bill Skarsgård. Puis t'as Justin Long. Très bon acteur, Justin Long. Moi, je l'adore. Puis, tu sais, quand tu vois Justin Long dans un film d'horreur, tu penses à Jeepers Creepers ou Tusk, que t'as vu, là. Tu sais, dans Tusk, il devient complètement un monstre. Mais dans tous les films d'horreur, il y a une bad luck à la fin, puis comme, il crève ou ben, son sort, il est pire que crever, là. C'est exceptionnel, là. Dans Jeepers Creepers, à la fin, c'est écœurant, là, qu'est-ce qui arrive. Je le conseille, Jeepers Creepers, là, d'ailleurs, pour l'Halloween, ceux qui veulent voir ça. Je pense qu'il est sur Amazon Prime. Puis, fait que là, il joue dans ce film-là. Fait que là, moi, je suis très intrigué. Surtout que tu vois pas Justin Long dans l'annonce. Fait que t'es comme, OK, qu'est-ce qu'il va faire dans le film? Puis finalement, ben, c'est ça. Dans le fond, le film, j'ai vraiment adoré comment le scénario est bâti, là, parce que le film dure 1h45, je te dis. Puis, admettons, la moitié du film, c'est la fille qui arrive à son Airbnb, mais c'est sur la rue Barbarian. Fait que, la rue Barbare, puis elle est complètement vide. Là. La rue, il n'y a aucune lumière, toutes les maisons sont délabrées, c'est dégueulasse, c'est dans la ville de Détroit. Puis là, elle arrive devant sa maison qui est toute clean d'Airbnb. Puis là, bon, elle rencontre Bill Skarsgård. Puis là, lui aussi, il dit, ben là, moi aussi, j'ai réservé, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, les deux, ils décident de cohabiter la maison pour un petit temps, parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a nulle part où aller, Moyasio. Puis là, ben là, c'est quand même long, long, dans le sens que les discussions sont bonnes, les deux se rencontrent, puis là, tu trouves ça louche parce que tu sais pas si tu peux faire confiance à Bill Skarsgård, puis il a l'air un peu, déjà, que la plupart du temps, il joue des méchants, là. Il joue Pennywise, puis il a l'air un peu, bizarre, là, fait que elle, tu sens qu'elle est réticente, puis qu'elle veut pas trop y faire confiance, c'est bizarre. Puis finalement, ben là, il se trouve des points en commun, puis ils jasent, puis c'est comme un peu de la drague qui se font, puis là, finalement, les deux en pincent pour l'autre, t'sais. Mais là, elle, le lendemain, elle a une entrevue de job, fait que là, elle s'en va à son entrevue, là, elle revient, c'est un peu bizarre, parce que là, lui, il est plus là, puis là, elle découvre justement, elle découvre une cave, une porte secrète dans la cave. Puis, elle rentre, puis là, c'est comme c'est comme une place vraiment bizarre, il y a comme de la merde sur les murs, il y a plein de merde, là, il y a comme du sang partout, puis c'est comme si c'était une prison, là. Fait que c'est un peu bizarre, c'est free. Fait que là, elle veut partir, puis là, Bill Skarsgård, il arrive, puis il dit, ah, ben non, ben écoute, je vais descendre, tu veux-tu venir avec moi en bas, puis là, il joue encore le personnage un peu louche, bizarre, que là, elle est comme, ben là, je vais te suivre, ok, puis là, lui, il disparaît, en bas, fait que là, elle décide 40 dans... Puis là, il se passe plein d'affaires. Là. Je te dirai pas tout le punch, mais c'est un critique d'histoire. Puis là, après ça, la seconde histoire du film, que c'est Justin Long qui joue. Parce que c'est drôle, parce que ça passe d'un moment vraiment fucking effrayant, bizarre, à un moment vraiment drôle, parce que c'est Justin Long qui chante dans son char décapotable, puis il chante comme une fille. Puis il est comme... Lui, il joue un acteur célèbre d'Hollywood, qui est comme en... Si tu veux, il est comme vraiment au top, là, il est au sommet de son art, puis il porte une petite moustache, là, il est vraiment laid. Puis là, du jour au lendemain, son agent l'appelle, ben, dans le char, il chante super gros, puis son agent l'appelle, puis il dit qu'il était accusé d'harcèlement sexuel. Fait que là, lui, du jour au lendemain, il perd toute sa célébrité, puis comme tu vis un peu le moment de ce genre d'acteur-là, qui se fait comme accusé de ça. Moi, j'étais crampé dans la salle parce que sa face, en plus, je sais pas si c'était sa face, là, à Justin Long, dans la tête, là. Si tu le vois, là. OK, mais il est hilarant, ce gars-là, là, puis il est super heureux, puis là, quand son agent, il dit ça au téléphone, il est comme, quoi? What? Are you fucking me? C'est vraiment drôle.
Fait que là, tu sais, ça fait vraiment un Christy de clash entre le film d'horreur et la comédie, tu sais, à ce moment-là. Mais là, lui, tu sais, son histoire, ben, il se retrouve à louer justement ce Airbnb-là à Détroit. Puis là, ben là, c'est de fil en aiguille, là, les personnages se rencontrent, tu sais. Puis ce qui se cache dans la cave, Ben, c'est pour vrai, c'est inimaginable. Tu peux pas savoir c'est quoi qu'il y a. Puis là, je veux pas brûler le punch, fait que je le dirai pas. Si tu veux, je te le dirai en secret, parce que je sais que tu iras pas le voir au cinéma. Mais c'est écœurant comme histoire. Puis pour vrai, moi, je le conseille à tout le monde. Surtout ceux qui aiment les films d'horreur. Mais c'est un film d'horreur, là, pur et dur. Puis il y a comme un peu de comédie, un peu, mais ça attendrit un peu le concept de. Puis la fin, c'est juste la fin. La fin, j'aurais pas été jusqu'à là. Ça pousse un peu au ridicule, mais en même temps, c'est un peu la critique du film. C'est une histoire ridicule dans le sens que le concept, à la fin, au final, ben, il reste ridicule, puis il faut rire de ça, dans le sens que c'est ridicule. C'est juste ça. Mais c'était écœurant. Moi, j'ai adoré ça. Excellent. Question, commentaire? Non, c'est bon. OK. Ben, je le conseille à tout le monde. Puis c'est 20th Century Studio. Fait que d'après moi, il n'a pas joué partout là, au cinéma, mais d'après moi, bientôt, il va être sur Disney+, là, sûrement sur Stars ou quelque chose comme ça. Puis, il est vraiment bien coté aussi. Hein. Ah 79, oui. C'est bon. Hein. Ben, écoute, ben, c'est parce que c'est surtout peut-être la fin que les gens qui n'ont pas trop compris l'ironie de la chose, ben, ils vont sûrement trouver ça vraiment fucké comme fin, puis ils vont détester, mais faut comprendre l'ironie de la chose. Parce que tout ça a un lien avec justement le fait, les harceleurs, là, les agresseurs sexuels, puis dans ce monde-là d'Hollywood, puis je trouve qu'il y a beaucoup une grosse critique à faire là-dessus. C'est ça qui est bon. Intéressant. C'est écœurant. T'as suivi? Oui, oh oui. Moi, il me reste 2 blocs. Un bloc et un film. Je check ça. Avec mon bloc de Jean-Luc Godard. Vas-y avec ton bloc. Moi, il me reste 2 films, je pense. Excellent. Je vais aller avec mon bloc Jean-Luc Godard parce que, ben, je sais pas, ça fait 3 semaines, je pense, qu'il est mort, Jean-Luc. Ouais, Jean-Luc, c'est dommage. On a perdu un monument qui est comme un des plus grands cinéastes d'histoire. Ouais. Ben, tu sais, je pense que c'est dans À bout de souffle où je ne sais plus quel film, que tu as Jean-Pierre Melville qui joue un personnage qui dit « Je voudrais devenir immortel puis mourir ». Puis c'est exactement ce qu'il a fait, Jean-Luc Godard. Tu sais. C'est devenu un dieu puis il est mort. Là. Puis, c'est ça. J'ai regardé 2 films. Film, hein? Tu fait un film. Le livre de. Attends un peu, je vais aller voir. Là. C'est en 2018. Ah, c'est-tu le livre? Oui, OK. C'est le livre d'images. Ah, c'est ça. Un film expérimental de 1h24. C'est-tu bon? Je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai vu de l'autre avant, c'était Adieu au langage, je l'ai vu, ça, c'était vraiment bizarre. Ah oui. C'est sûr que le Jean-Luc Godard des récentes années par rapport aux années 60, c'est comme très 2 mondes différents, là, vraiment. Ouais. Ben, tu sens aussi que, rendu à un certain âge, anyway, il a déjà fait ses preuves, fait il peut-tu juste s'amuser en faisant des films expérimentaux de même, puis tu sais. Ben, tu sais, ça a toujours été un peu un style fou, puis qui était provocateur. Aussi, ben oui. Il a toujours comme refusé ce monde-là. Là. J'ai l'impression qu'il y a une chicane avec François Truffaut, je pense, dans les années 80 ou fin des années 60, je me rappelle plus. Là. Ouais. En tout cas, là, j'ai regardé 2 films de Jean-Luc Godard parce que je me suis dit, ben, il est mort, il faut en profiter, puis Jean-Luc, ben oui. saluer son travail. Tu sais. Je vais commencer avec mon coup de cœur de ces films que j'ai vu, c'était extraordinaire. Ça s'appelle Alphaville, qui est un film de de 1965. As-tu déjà vu? Ben oui, je l'avais vu. C'est pendant. On en parlait dans le cours. Un cours de scénario avec Stéphane Leclerc, mais je me rappelle pas c'est quoi le nom du cours, mais je l'avais écouté chez nous parce qu'on avait vu des extraits et ça m'intéressait vraiment beaucoup. Là. Je trouve ça fucking génial. Dans le fond, le film, c'est Jean-Luc Godard qui fait un James Bond de science-fiction. Ouais. C'est exactement ça. C'est génial. Tu sais, c'est une histoire classique d'espionnage, mettons. Ah ouais. À la Jean-Luc Godard avec un style assez lent. Mais je pense que l'attrait le plus intéressant dans le film, c'est qu'il a pris les décors naturels de Paris
pour en tourner ça à un univers futuriste, tu sais. Mais c'est les vraies rues de Paris et tout, là. Je trouve ça, c'est un tour de force, vraiment. Mais c'est très beau. Visuellement, là, c'est très Vraiment. beau. Oui. Puis le dialogue est bon. Avec Eddie Constantine qui joue l'ami Caution, qui est comme le... Dans le fond, c'est comme s'il vient d'une autre planète, puis là, qui s'en va sur... je me sais plus c'est quoi la planète, dans le fond, c'est à Paris, là, pour essayer de sauver l'univers parce qu'il y a comme une crise qui se passe, je pense qu'ils veulent faire sauter du monde. Puis finalement, là, ils retournent chez eux en char, parce que c'est vrai que tu peux aller en char de différentes planètes là, dans cet univers-là. Ah ouais. Avec la grande Anna Karina aussi, qui joue dedans, qui joue dans beaucoup de films de Godard. Je pense que c'était comme sa femme ou sa blonde, à un moment donné. Sa maîtresse, ouais. On a vu aussi dans Pierrot le Fou et dans plusieurs autres films. Pierrot. Fait que c'est ça. C'est écœurant. Moi, je le conseille. Ça se trouve sur Canopy. Gratuitement. Oui. Ah oui. C'est ça. Puis, mon autre film de Godard que j'ai regardé, c'est Vivre sa vie, qui est un film de 60. Je l'ai pas vu, celui-là. 62-63, je pense que c'est un peu, je vais aller voir. Vivre sa vie, avec encore Anna Karina. 1962, ça dure 1h20. C'est Vivre sa vie, film en 12 tableaux. Fait que c'est comme 12. Je te dirais même que c'est 12 scènes ou 12 séquences. 12 sketchs? Ben, quasiment. C'est 12 séquences. Ouais. Puis c'est une fille qui prend sa vie en. Ben, pas. Non, je ne sais pas qu'elle prend sa vie en main parce qu'elle devient prostituée. Mais c'est comme son cheminement vers la prostitution. Puis c'est comme de faire. Il y a une belle scène où ce qu'elle dit comme que je suis responsable de mes choix un peu, puis elle répète tout le temps ça. Mais c'est pas ça qu'elle dit le wording, mais c'est ça qu'elle veut dire, dans le fond. Okay. Je fais telle affaire, je suis responsable, je fais telle affaire, je suis responsable. Puis un peu, c'est prendre la responsabilité de ses actions. Ouais. Puis à la fin, ça finit qu'elle se fait gonner parce que c'est une prostituée, puis elle se fait vendre, genre. Puis au final, c'est toutes les actions que tu prends, ben, c'est toi qui es responsable. C'est la plus mauvaise fin d'une prostituée peut avoir. T'sais. La fille, elle est comme obligée de faire ça pour du cash, puis elle se fait gonner. C'est bon. Je trouve ça intéressant. C'est sûr que ça fait 3 semaines que je l'ai vu, fait que c'est quand même loin dans ma tête, là, mais je trouve que j'avais aimé ça. Mais... Ouais. Jean-Luc Godard, oui, c'est tout le temps écœurant. Ben, je suis pas sûr tout le temps, mais oui, c'est ça. Oui, beaucoup. Peut-être que ses derniers films sont peut-être moins... moi, j'ai jamais entendu parler de ses derniers films. Là, Adieu au langage a gagné le prix du jury ex aequo avec Xavier Dolan, je pense, pour... C'était-tu Mommy ou c'était juste la fin du monde, je me rappelle plus. Il a gagné... Il a pas gagné la Palme d'Or pour juste la fin du monde? Non. Il a pas gagné la Palme d'Or, Xavier Dolan. Il a gagné le Grand Prix, je pense. OK. Fait qu'il est pas si bon. Il est très bon, en tout cas. Mais tu sais, Adieu au langage, dans le fond, c'est un film expérimental en 3D qui compare l'homme au chien. Ah, OK. Puis c'est ça. C'est intéressant, là, mais c'est bizarre. Écoute, c'est... Ouais. Mais bon, Jean-Luc Godard. Ouais. Ben, c'est un dieu, puis Pierrot le Fou, pour moi, c'est un grand chef-d'œuvre. Le Mépris, c'est incroyable aussi, avec Brigitte Bardot. J'avais vu à l'université, puis c'était écœurant. Mépris, c'était écœurant, ouais. Ben, faut pas oublier son œuvre, puis son apport qu'il a apporté au cinéma, c'est énorme. Non, ben non! Faut le souligner, ce gars-là. C'est comme quand Robin Williams est mort. Ouais, ben oui, pourquoi pas. C'était un dieu de la comédie. Ah ouais. Patch Adams, Madame de Fire. Jean-Luc. Jean-Luc, que Dieu te bénisse. Oui. Paix à ton âme. Paix à ton âme, Jean-Luc. J'aimerais une minute de silence pour... bon film, très bon film. Alphaville, j'ai adoré, pour vrai. Je pense que c'est mon meilleur. Ah oui, c'était excellent. C'était vraiment bon. J'ai beaucoup aimé ça. J'étais surpris. C'est bon, un film que tu te regardes, un vieux film, puis là, ça te surprend parce que c'est bon. C'est un peu comme Blue Hop. Ouais. Je pensais pas aimer ça, mais c'est écœurant, tu sais. Oui. Il y en a plein. Hein. On va pas tous les nommer, mais il y en a plein des vieux films. On va pas tous les nommer parce qu'on ferait un cours du cégep. Bref, excellent. Tu as fini ton black? Puis mon black Godard, ouais. Okay. Si tu veux, je vais te parler de Pearl. Oui, je veux pas être Pearl. Pearl, également un film qui est sorti seulement en anglais. Un budget de 1 million de dollars, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. C'est très minimaliste. On parle de minimaliste, là, c'est très minimaliste. Encore plus, je dirais que, encore plus. On se promène un peu plus que dans X.
Parce que, tu sais, c'est un prequel à X qui est sorti il n'y a même pas 6 mois, là, tu sais. Fait que ça aussi, c'est très spécial, hein. On dirait c'est peut-être à cause du COVID, ils ont repoussé X, puis là, tu sais, il y avait déjà tourné Pearl, mais en tout cas, c'est quand même génial, là, tu sais, 6 mois à peine, puis il sort un nouveau film. Pearl, qui est un prequel, ça se passe dans les années 1920, quelque chose comme ça, là, 1912-20. Fait qu'on suit, dans le fond, la jeune Pearl, que dans X, c'est une des vieilles. Ben, tu sais, il y a un c'est la vieille, vieux, madame. c'est la vieille, ouais. Puis, c'est la vieille madame qui tue tout le monde, dans le fond. Puis, tu sais, t'en apprends un peu. T'apprends un peu davantage pourquoi elle devient folle, mais en même temps, non, il n'y a pas d'explication. C'est juste, il y a des gens fous dans la vie, puis c'est tout. Hein. Puis, fait que là, mais moi, c'est un film vraiment. C'est très différent de X. Faut pas que tu t'attendes à un film. Que si t'as aimé X, là, tu sais, je voyais beaucoup de commentaires qui disaient si t'as aimé X, tu vas aimer ça, puis mais c'est complètement faux. T'sais, si t'as aimé X, c'est pas sûr là, que tu vas aimer ça parce que c'est complètement différent, c'est déjanté. T'sais, dans X, on se trouvait à la fin des années 70. Fait que, il y a c'est le concept un peu à la Texas Chainsaw Massacre, c'est l'esthétique du Texas des années 70, hippie un peu sur les bords, puis il tourne un porno, fait que c'est quand même, tu restes dans le concept un peu esthétique là, du porno. Tandis que dans Pearl, c'est une esthétique très vintage, tu te croirais dans la mélodie du bonheur. Puis Pearl, elle veut devenir une danseuse, danseuse classique là, de ballet, puis tout. Puis dans ces années-là, ben, c'est la seule façon pour une jeune femme sur une ferme de pouvoir, c'est vrai, c'est pas en 1920 parce que c'est avant ça. C'est comme en 1912 parce qu'ils sont dans la Première Guerre mondiale. Là. Attends un peu, je vais aller voir. Attends un peu. Ils sont dans la Première Guerre mondiale parce que Pearl vient d'une famille allemande. Puis là, ils sont comme au Texas. Ils sont dans la maison qu'on voit dans X. Là. Elle a grandi là. Puis son mari, il est à la guerre. Puis là, elle attend qu'il arrive de la guerre. Puis ils sont déjà comme fiancés, si tu veux. Là. Puis là, ses parents sont très stricts. Son père, il est comme paralysé, il est malade. Puis sa mère est très stricte. C'est comme, c'est une marraine quasiment. Là. Elle dit, il faut que tu travailles sa ferme, il faut que tu prennes soin de ton père. Fait que là, tout ça, ça pèse sur la tête de Pearl. Puis Pearl, elle a le rêve de s'enfuir, puis danser, puis devenir une star. Elle veut devenir une star. Fait que, tu sais, juste ça, le concept de la star, ça vient en lien avec le personnage de Mia Goth dans X, tu sais. Parce que c'est Mia Goth aussi qui joue Pearl, jeune, mais vieille aussi. Fait que... Mais c'est vraiment elle qui tient le film sur ses épaules, là, dans le sens que c'est fixé sur son personnage à elle, puis c'est elle aussi qui a écrit le scénario avec Ty West, là, le réalisateur. C'est ça que je viens de lire, c'est qu'ils l'ont écrit pendant une quarantaine de 2 semaines. OK. Via Zoom ou je sais pas trop quoi. Là. Ouais. OK. FaceTime. Ils se parlaient pendant 2 semaines, ils ont écrit le scénario en 2 semaines. Ah, c'est quand même malade. Ouais. Parce que c'est un scénario, tu sais, dans le sens qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est quand même, c'est un rythme très lent. Tu suis Pearl dans son quotidien, avec les poules, elle tue des canards parce qu'elle est fâchée. C'est avec la fourche qu'elle tue des gens dans X. Mais tu sens qu'elle a un problème mental à un moment donné. Puis là, c'est juste l'accumulation de tout ce qui lui compresse sa tête que là, elle explose. Puis là, finalement, elle tue des gens. Puis, c'est nowhere, c'est juste parce qu'elle est fâchée, puis elle pense que ces gens-là ne l'aiment pas, puis elle la trouve bizarre. Comme elle a une relation, adultère, parce que là, son fiancé, il est à la guerre. Mais, son fiancé, c'est le vieux, là, dans X. Là. Mais, comme là, elle a une relation avec un gars qui travaille au cinéma, que lui, il est projectionniste, puis là, lui, il a drague, il a cause. Puis là, il montre le premier film de sexe, là, le premier porno, si tu veux, là, de l'histoire. Ouais, vas-y. C'est ça, j'ai vu. Justement, le film se passe en 1915 parce que ce film-là daterait de 1915, mais il y a comme des historiens qui débattent à savoir si ça serait peut-être plus 1920 que ce film porno-là serait existé. Les questions de ce monde. Hein. Le premier film porno, là.
Mais je sais pas si c'est celui-là le premier, parce que me semble le premier, je l'ai déjà vu, puis c'est un film européen, me semble. OK. Je suis pas sûr, je suis pas sûr de ce que je dis, là. Ouais. Là, on est au States. Ouais. On est au Texas, en tout cas. Fait que c'est très. Tu sais, l'esthétique du film est écœurant. Moi, j'ai adoré ça. Tu sais, c'est très mélodie du bonheur, là, sans être la comédie musicale. Mais, tu sais, il y a des tu sais, ça commence en chanson, là. Tu sais, c'est Pearl qui danse. Puis, elle chante pas, mais elle danse. Puis, tu sais, c'est très. On dirait qu'on se retrouve aussi dans le film muet un peu, des fois, là, tu sais, quand elle danse. Fait que, moi, j'ai adoré ça. Puis, ça vient un peu en lien avec les films de cette époque-là. Tu sais, c'était en noir et blanc. Tu sais, c'était muet. Puis là, tu vois le film. Tu sais, le film porno qu'elle regarde, tu sais, au cinéma, là, avec le projectionniste. Tu sais, c'est la seule fois qu'on voit des scènes d'érotisme dans ce film-là. Fait que c'est pour ça que je te dis c'est très différent de X. Dans X, c'est carrément la porno, puis blablabla. Tandis que là, c'est très plus parce que c'est violent. Oui, il y a du sang, mais c'est moins axé sur ce sentiment-là. C'est beaucoup plus, c'est un peu le péché, si tu veux, qu'elle veut commettre. Elle veut faire du sexe, mais on dirait que c'est comme juste pour se rebeller face à sa mère, qu'elle est très prude, il faut que tu restes à la ferme, faut que tu attendes ton fiancé, tu te quittes. Puis, là, à un moment donné, elle va faire comme si elle baisait, mais avec un mannequin, pas un mannequin, un épouvantail. Là. Fait que, c'est un peu bizarre, cette scène-là, mais c'est comme. On dirait qu'elle veut juste comme se déroger de le chemin que sa mère trace pour elle, tu sais. Puis au final, ben là, ça explose, puis c'est très sanglant là, à la fin, mais ça reste quand même dans la lenteur. C'est un film quand même, c'est long, puis c'est pour ça que j'ai peut-être moins aimé que X. X, c'est vraiment, t'arrives, clac, clac, les personnages sont présentés, puis ils meurent tout un après l'autre, puis that's it, à la fin, c'est bon, c'est frais, puis c'est. Mais ça dure à peu près le même temps que X, mais quand même à la fin, il y a un Christine monologue de Mia Goth, elle parle, puis c'est bon, elle joue très bien là, dans ce film-là. Puis je pense que c'est peut-être ça, comme je te disais, on la voit pas nue, mais elle, dans la plupart de ses films, on la voit nue, fait que peut-être que là, elle se dit, hey, regarde, je veux faire un film qu'on ne voit pas les seins. C'est tout en son honneur, Ben. Ah oui. Non, mais tu sais, elle est super bonne. À la fin, Christine long monologue là, qui dure au moins 10 minutes. Là. 10 minutes. Puis, ben, justement, le scénario était écrit avant que le tournage de X commence. Ah, ça peut être intéressant de. Tu sais qu'ils vont tous boucler la boucle avec le prochain, justement, Maxime. Ben, le prochain, c'est ça, c'est Maxine. On va suivre, dans le fond, la suite de X. Là, le personnage de Mia Goth dans X, ben, c'est elle, là, c'est Maxine. Puis, je pense qu'elle va se retrouver à Hollywood. Là, fait que. Okay. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer là. Est-ce qu'on va revoir Pearl? Je croirais pas parce que là, il me semble qu'elle est morte dans X, mais en tout cas, c'est. Genre, je veux pas spoiler rien. Hey, oh. Mais bref, c'est. Tu sais, je pense. La quête de cette trilogie-là, là, si je peux dire une trilogie, même si Maxime n'est pas encore sorti, là, mais je pense que c'est vraiment la star, tu sais, ouais. Être une star, tu sais, c'est quoi, tu sais. Puis, Maxime, ça va se passer dans les années 80, fait que ça va être quand même intéressant de voir le clash entre 1915, 70 puis 80. Intéressant, hâte de voir. Moi, ce que j'ai moins aimé, admettons, de Pearl, c'est qu'il n'y a pas tant d'explications. On avait des questionnements dans X. Comme je te disais, dans X, dans Cave, il y a comme un. On dirait que c'est un esclave sexuel là, qui est comme attaché là tout nu, puis il est mort. Mais là, j'aurais aimé ça voir d'où ça vient, tout ça. Je suis curieux, Pat. On verra dans le troisième. Peut-être dans le troisième. Parce que la fin de Pearl, c'est comme. Ça, tu le sais que là, OK, elle va vivre sa vie de folle là, dans cette maison-là, mais ça explique pas rien. Fait que, ça explique comment le personnage est, pourquoi elle est comme ça, mais j'ai hâte de voir Maxime. C'est quand ça sort, ça? Hein? Bonne question, je ne sais pas. Il n'y a pas de date encore de sortie. Okay. Mais ils ont sorti un preview, là, que c'est comme juste, tu vois le panneau Hollywood, là, à Hollywood, avec la grosse musique, les années 80, puis tout. Puis là, tu vois Maxime bientôt au cinéma. Puis là,
Ben, c'est bon, tu sais, l'esthétique, je trouve, c'est écœurant, c'est ça qui fait le film. Tu sais, je pense, ben, je l'ai pas vu, mais ce que j'ai entendu, c'est que ce qui relie les deux films, c'est l'amour du cinéma du réalisateur, puis tu sens comme les hommages au cinéma d'une certaine époque, c'est ça qui est beau. Hein. Ben, c'est ça, comme je t'ai dit, tu sais, l'époque, justement, Mélodie de Bonheur, les comédies musicales un peu, les films muets, tu sais, ça inclut vraiment tout ça, un peu comme X incluait beaucoup de films d'horreur, tu sais, de ce style-là, tu sais. Puis peut-être les films érotiques, je les connais pas. Les films érotiques des années 70, je les connais pas, mais... C'est correct. Non, mais je veux... Bref, je le conseille quand même. Excellent. Là, je pense pas qu'il va rester longtemps au cinéma, là, mais... Ben, moi, je joue pas chez nous, fait que... Ah, c'est ça. Un jour, ça va sortir quelque part. Là. Un jour ou l'autre. Ouais. Mais ça risque de sortir sur Prime Video. Parce ouais, que le X, il est déjà là. X est là, c'est ça. Ouais. À suivre. À suivre. Là, il reste 2 minutes avant que ça coupe. Il nous reste 2 films à jaser. Ouais. Je pourrais commencer juste préambule à Don't Worry, It Won't Get Far on Foot de Gus Van Sant que j'ai regardé. Ouais. C'est un film que ça fait longtemps que je voulais voir. Puis je me suis dit, Joaquin Phoenix avec Jonah Hill, ça va être écœurant, tu sais. Mm-hmm. J'ai aimé le film. J'ai eu une petite déception. Tu sais, ça n'a pas été assez loin, je trouvais. C'était comme trop en surface. Dans le fond, l'histoire en général, c'est Joaquin Phoenix, qui était un drunk, là, il est tout le temps sous, il fait le party. Puis là, à un moment donné, il est avec Jack Black, ils font le party. Puis là, Jack Black, il prend le char. Puis à la place de tourner dans une bretelle de sortie, il rentre dans un poteau à pleine vitesse. Tu sais. Fait que là, Joaquin Phoenix devient paralysé, je pense, à partir du chest. Fait que juste ses bras marchent un peu. Ses jambes ne marchent plus à vie. Puis là, il pisse dans un sac, puis des affaires comme ça. Puis Jack Black, lui, il a rien. Fait que là, c'est tout son cheminement. En plus, c'est construit en flashback ou comme en déconstruit dans l'histoire. Tu sais. C'est pas des flashbacks, là, mais c'est juste que l'histoire est construite de manière non chronologique. Puis tu comprends les choses à travers le temps. Tu sais. Puis c'est son processus, ça commence qu'il est dans un meeting de AA, puis le gars qui s'occupe du meeting, c'est Jonah Hill. Puis là, c'est lui qui parle un peu de pourquoi il boit, puis toute sa vie, puis tout. Là. Puis c'est d'essayer de sortir de l'alcoolisme, puis de faire la paix un peu avec soi-même. Tu sais. Fait que tout le film, c'est ça, c'est sa progression. Puis dans le fond, c'est une histoire vraie, c'est John Callahan, qui était un cartooniste aussi. Puis il est mort en 2010, je pense, ce monsieur-là. C'est intéressant, c'est tout l'aspect du pardon. Le pardon à soi-même aussi pour tu t'es fait mal toute ta vie avec la boisson, puis tu as des raisons, mais il y a une belle phrase à un moment donné que Nolan dit, tu dis pour me, à toute fois tu dis pour me, je bois parce que je suis pour me. Là, comme s'il était malade, là, genre. Dans le fond, c'est surtout de s'apitoyer sur son sort. C'est pas bizarre de repartir vite de même, là, mais en tout cas. Ouais. Puis c'est ça, la phrase que la madame a dit, c'est pour me, pour me. À chaque fois que tu dis pour me, ça veut dire pour me another drink. Puis à toutes les fois que tu t'apitoies sur toi-même, tu travailles pas sur toi, puis genre, c'est comme si tu man up pas, puis tu réglerais ton problème de cette façon-là, tu sais. Faut que tu prennes acte de tes actions, puis tu prennes tes responsabilités, comme dans Vivre sa vie de Jean Godard. Prends tes responsabilités. Tu sais. Ah, c'est... Hey, tout est relié. Moi, je m'attendais à une comédie quand même à travers le drame, tu sais, puis c'était pas nécessairement drôle, puis je trouvais que ça restait comme vraiment en surface par rapport à ce qu'il a vécu, mais tu rentrais pas trop dans les émotions, puis ça, je trouvais ça un petit peu décevant, mais le film est quand même... Moi, j'ai aimé ça pareil, je trouvais ça bien. Mais c'est pas un grand film de Gus Van Sant. Mettons Milk, moi j'avais beaucoup aimé, tu rentres en profondeur, c'est bon. Hein. Puis ça, ben, c'était bon, mais pas à la hauteur de mes attentes. OK. Ben, tu me le conseilles-tu? Oui, je te le conseille. Moi, je suis un grand fan de Gus Van Sant. Joaquin Phoenix, c'est toujours bon. C'est Joaquin Phoenix. J'adore ça. J'avais failli aller le voir, en fait, quand il est sorti. J'avais failli aller le voir au cinéma du Parc parce qu'il jouait au cinéma du Parc. Oui. Il est sur Amazon Prime. Ah, OK. Ouais, c'est là que je l'ai vu. OK. Je vais vraiment checker ça. Ça va à peine. C'est bizarre, parce que Jonah Hill, je l'aime pas tant, dans le sens que je trouve qu'il fait tout le temps le même rôle, là, mais ça peut être intéressant. Il y a une belle scène aussi où est-ce que dans le fond, Joaquin Phoenix, il n'a jamais revu Jack Black après. Finalement, il va le revoir, puis juste pour comme faire le pardon, puis accepter, puis comme juste faire la paix. Ouais. Puis tu vois Jack Black qui le voit, puis il est shaky, puis il est comme, hey man. Moi, j'ai rien, il travaille dans un casse-croûte, puis c'est comme minable. Puis
Il essaye d'arrêter de boire. Puis là, Joaquin Phoenix, c'est comme, hey, ben, moi aussi, je fais des processus, puis genre, lâche pas, puis c'est le fun. Là, puis c'est ça, tu sais. Mais à part ça, c'est ça. C'est une belle scène. Jack Black. C'était écœurant. Ben, regarde, c'est toujours bon, tu sais, toujours bon. Voilà. Peut-être checker ça. Ouais. J'aime savoir. Fait que c'est ça, Ouais. Gus Van Sant. Gus Van Sant. J'ai mon dernier film s'appelle aussi Don't Worry. Mais c'est Don't Worry, Darling. Olivia. As-tu vu son premier film à Olivia Wilde? Olivia Wilde? Non. Il paraît que c'est bon, son temps je veux le voir, mais je prends pas le temps de le regarder. Ouais, mais... les critiques étaient bonnes. Ouais. C'est un coming of age, là, je pense. Ouais. Mais ça a l'air que c'était bon, mais là, elle va complètement ailleurs, là, j'imagine, avec Don't Worry Darling. Là, c'est complètement différent qu'un coming of age. Là, c'est un suspense thriller. Un peu science-fiction, là, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais dans le fond, moi j'étais très intrigué par ce film-là parce que j'adore les films justement vintage de cette époque-là. Ils se retrouvent dans les époques 50, 60. Puis c'est très. L'esthétique est écœurante. Dans le fond, c'est Victoria. C'est Victory, je pense. La ville de Victory. Qui est comme au milieu de nulle part. Là. C'est dans un désert, mais c'est une ville qui est nouvellement bâtie. Puis, tu as tous des attributs vintage là, des années 50. Puis, les voitures, les maisons, tout est splendide. Puis, ben, je pense que c'est 60, là, fin 60, parce que. C'est 50. Ah, c'est 50? Ouais. T'as vu 50? OK. Ouais. Parce qu'il y avait un look presque futuriste. Tu sais, les années comme du futur, là, c'était pas au début des années 60, ça? Tu sais, à les télés, t'avais des télés rondes, t'avais des divans comme en forme de. Tu sais, ça fait quasiment un disco, là, mais c'est vrai que dans les années 50, un peu comme les Jetsons, je sais pas si t'as déjà écouté la série animée des Jetsons. Là. Parce que c'est futuriste, mais t'as des looks un peu des années 50, en tout cas. Ben moi, j'adore ça, cette esthétique-là. Puis le film, pour l'esthétique, est écœurant. Puis, moi, j'adore Chris Pine. C'est un bon acteur. Il n'y a pas un gros rôle dans le film, mais c'est comme le vilain, si tu veux, là, du film. C'est comme lui, le cachetier. Puis c'est le grand patron de tous les hommes de la ville de Victory. Parce que tous les hommes s'en vont travailler le matin. Les femmes leur disent au revoir. Ils retournent à leur job, entre guillemets, ménagère, des femmes au foyer. Puis là, les hommes reviennent le soir. Puis là, c'est Harry Styles, le chanteur. Ton chanteur favori, Vance, de One Direction, qui joue le mari de Florence Pugh. Puis là, ils sont super heureux. Il a sa job, il arrive à la maison, il mange, ils font l'amour, il adore ça. Puis là, à un moment donné, ben là, il y a une femme, parce que là, il y a un party chez le grand patron de Chris Pine. Puis là, toutes les couples de la petite ville, ben, sont là. Puis là, Chris Pine, il parle comme un espèce de maître de secte. Là. Il dit, on va changer le monde, on est ici pour changer le monde. Puis on est là pour l'humanité, puis le monde va être meilleur grâce à nous. Puis là, tout le monde capote, tout le monde est bon. Puis là, il y a une des femmes qu'elle a dit non, c'est pas vrai, on nous cache des choses, puis là, elle capote, puis là, c'est la folie furieuse. Puis là, toutes les femmes sont là, voyons, bien folle, elle, c'est ce qu'elle dit. T'sais. Puis là, finalement, ben là, elle va un peu jouer dans la tête, le souvenir de cette journée-là va jouer dans la tête de Florence Pugh. Puis là, elle, à un moment donné, elle va voir quelque chose dans le ciel, un peu bizarre, un avion s'écraser. Puis là, elle va s'éloigner, mais les femmes ne sont pas censées s'éloigner dans le désert, puis aller voir. Ils ne sont pas censés questionner leur mari, ils ne sont pas censés aller voir leur job, marcher jusqu'à leur job. C'est les seules règles pour rester dans cette ville-là. Puis la plupart des femmes suivent ces règles-là. Mais Florence Pugh, elle ne suit pas ces règles-là à un moment donné. Puis là, elle commence à halluciner, si tu veux, là. Mais elle commence à douter de sa présence-là. Puis qu'est-ce
qu'est-ce que son mari fait à sa job. Puis là, elle essaie de parler, puis lui, ça a l'air d'un bon gars, puis il est comme, inquiète pas, don't worry, darling, tu sais. Fait que, puis là, finalement, ben, c'est un peu une espèce de, je sais pas si t'as déjà vu le film The Wife of Stepford. Non. Ça, il a fait, c'est Nicole Kidman qui jouait dans puis Matthew Broderick, me semble, si je me souviens bien, qui jouait dans un remake fin des années 90, me semble, ou début 2000. C'est un remake, là, le Wife of Stepford. Puis c'est un peu, c'est loin dans mon souvenir, mais il me semble que ça ressemblait un peu à ça. Les femmes de cette ville-là étaient comme lavées du cerveau, là, puis tous les hommes lavaient leurs femmes du cerveau, puis ça devenait comme des robots, si tu veux, là. Toutes les femmes étaient un peu sous l'emprise de leur homme. Puis là, ben, cette histoire-là est un peu semblable. Je brûlerai pas le punch, là. La twist est quand même bonne dans le film. Ça fait un job. C'est une bonne twist, dans Don't Worry, Darling. Mais, j'ai trouvé que ça aboutit jamais à quelque chose de mieux, Les scènes sont bonnes, les plans de caméra sont bons, mais même là, les plans de caméra, ça aboutit jamais à quelque chose. Des fois, Olivia Wilde, elle réalise le film quand même bien, puis il y a des plans vraiment le fun que tu te promènes, c'est comme en survol, si tu veux, c'est un plan d'ensemble de la ville, puis là, tu te promènes, puis ça va vite, là, puis c'est bon, mais ça coupe direct avec une image comme qui n'a pas rapport, puis moi, je trouvais ça quand même assez dérangeant, là, quand tu regardes un film, puis que la caméra un peu. C'est un peu la même chose dans Smile aussi. Je t'en ai pas parlé, mais dans Smile, des fois, au début, t'as comme des scènes, t'as des images filmées, mais comme en parallèle, là, de côté, comme sur le side. Puis là, il n'y a aucune raison là, que ce soit comme ça. Puis là, tout au long du film, là, t'as des plans comme à l'envers de ville qui avancent. Puis tu sais pas trop pourquoi. C'est un peu pour montrer que la fille, elle devient de plus en plus folle. Là. Mais dans Don't Worry, Darling, j'ai trouvé que c'était un peu la même chose. Il y a des plans un peu. Des plans qui seraient beaux si ça aboutissait à quelque chose, mais ça aboutit jamais. Ça coupe. Puis, c'est un peu la même affaire dans Ambulance de Michael Bay, avec des drones. Il conduisait un drone, puis là, c'est écœurant, puis là, ça coupait direct. Mais le drone ne servait à rien, là, dans le sens. Puis, je viens de voir un commentaire sur Don't Worry, que ça dit style over substance, que le style est beau, mais t'as absolument rien dedans. Oui, ben, c'est un peu ça. Dans le sens que le film, c'est un esthétique qui est écœurant, mais au-delà de ça, ça aboutit nulle part, dans le sens que c'est un film qui tombe un peu à plat. Puis, mais Florence Pugh, le film, c'est d'épaule, elle est super bonne comme actrice, puis elle prouve encore son talent. Là. Elle était 40. Parce que là, elle commence à halluciner, puis comme sans s'en rendre compte, elle essaie tout le temps de se suicider, on dirait, là, ou de. On dirait comme si elle n'était pas censée être là, puis faire ça, puis être une bonne femme au foyer, puis toute la kit. Puis Chris Pine, il est bon aussi, même si on ne le voit pas beaucoup. Là, il joue bien son rôle. Mais j'ai trouvé Harry Styles, il m'a toujours pas convaincu là, comme acteur. Là, j'ai lu un commentaire, je par rapport à ça, que ça disait je comprends pourquoi que Chris Nolan ne faisait pas parler dans Dunkirk. Mais c'est parce que tu sais, même son jeu d'acteur, on dirait qu'il tourne un vidéoclip de. Tu sais, je sais pas si tu as vu déjà un vidéoclip de Harry Styles. Là. Non, j'en ai pas vu, non, malheureusement. Il se promène, il les regarde un peu. Tu sais, c'est le beau gars qui regarde. T'sais. Mais là, c'est un film. Tu sais, t'as beau jouer un mari qui a l'air frais, qui a l'air comme plein d'argent, puis tu sais, des années 50, mais ouais, vas-y. Je peux-tu savoir pourquoi tu regardes des vidéoclips d'Harry Styles? Non, c'était pas voulu, là. C'était pas voulu. Mais je pense que c'est sur Instagram, à un moment donné, t'as des vidéos, des fois, de Nowhere, puis là, c'est une vidéo d'un vidéoclip d'Harry Styles, puis c'est juste lui qui marche, puis là, j'étais là, aïe, parce que je venais de voir le film, puis là, je vois ça, puis là, je suis comme, c'est vrai qu'il est mauvais, là, comme acteur, là. Tu sais, il chante bien, ben oui, il chante bien, mais, tu sais. Puis, tu sais, ça a l'air qu'il y avait plein de rumeurs là, autour de ce film-là, puis que c'était catastrophique là, comme groupe, parce que je pense qu'il y a eu des frictions entre Florence Pugh et Olivia Wilde. Ah, tu connais-tu l'histoire? Ben, c'est ça, l'histoire, ce serait qu'elle aurait eu une relation avec Harry Styles, quelque chose comme ça. Là. Puis pendant qu'elle sortait avec Jason Sudeikis, ou je sais pas trop. C'est ça. Ouais.
Fait que là, il y a des rumeurs là-dessus. Puis là, au festival du TIFF, Festival du film de Toronto, il y a comme des images qui sont sorties que Harry Styles il a l'air de cracher sur Chris Pine avant de s'asseoir. Ah oui, c'est vrai. Puis là, Chris Pine, il se regarde les mains, puis il sourit, mais il est comme, what the fuck? Puis là, il regarde comme Harry Styles, puis Harry Styles, il le regarde même pas, il est comme, il s'en fout. Mais là, ça a comme été démenti, là, ça a l'air qu'il n'aurait pas craché, mais on dirait vraiment qu'il crache quand tu vois ces vidéos. Puis, là, tu vois moi, j'ai vu des entrevues, tout, qui passaient, puis c'est vrai, les gens, ils posent une question à Harry Styles, genre, pourquoi t'aimes ce film-là? Qu'est-ce qui t'a fait accepter ce rôle-là? On le sait tous que c'est parce que c'est l'argent, puis c'est un acteur, puis là, il dit je suis un acteur, puis il va jouer. Mais sa réponse, c'est je trouve que c'est un très bon film, puis j'adore regarder un film quand je sais que c'est un bon film. Puis il arrête pas de répéter à mes gens, puis il dit pour moi, un bon film, c'est que ça démontre vraiment que c'est un bon film. Puis là, à côté, t'as comme un zoom sur Chris Pine qui l'écoute parler, puis il fait juste comme avaler, puis comme il est comme mec, qu'est-ce que tu racontes? il y a comme ça fait. En tout cas, c'est très drôle, là, toute la médiatisation autour de ce film-là. Je trouve ça écœurant. Meilleur que le film lui-même, parce que le film, au bout du compte, il est très simple. Ça finit quand même assez bâclé. Puis, comme je disais, on dirait que ça aboutit jamais nulle part. Puis la fin, ça résume ça. Ça finit, puis on n'a comme pas de fin, dans le fond. Mais tout ça pour dire qu'Harry Styles est très mauvais acteur. Là. Je sais pas pourquoi. Tu sais, moi, je l'ai vu dans Dunkirk, il parlait pas pantoute. Là. Puis. Dunkirk, c'était absolument exécrable comme film. Ouais, c'est pas bon en plus. Puis, tu sais, récemment, là, il va faire Star Fox, qui est un personnage des Éternels. Là. Il joue comme le demi-frère de Thanos. Je pensais Star Fox dans Nintendo. Non, il joue pas un renard, mais tu sais, c'est. En tout cas. J'ai hâte de voir s'il va être dans la suite là, des Éternels, là, mais ça annonce mal. Mais bon. Tout ça pour dire, Florence Pugh tient vraiment le film sur ses épaules. Là. Si c'était pas d'elle, j'aurais pas été intéressé par ce film-là. Elle est bonne. Elle est bonne, puis regarde. Elle va jouer prochainement, je pense que c'est dans Oppenheimer. Elle joue ça se peut, ouais. C'est quand ça sort, ça? Hein? Ça, c'est... l'été prochain? Ouais, l'été prochain. Ouais, j'allais dire novembre, mais non, c'est juin, je pense. Bon, allez voir. Ouais, j'ai pas mon calendrier de film devant moi. Ben. Mais Don't Worry Darling, ouais. 21 juillet. Ah, c'est ça. Christy. Mois de juillet, là, 2023, il va être chargé au bout. Tant mieux, c'est bon pour le cinéma. Oppenheimer, Mission Impossible. T'es écœurant. À date, c'est les deux seuls qui nous donnent en tête. Là. Tant mieux. Mais sur 4 semaines, deux grosses nouveautés, c'est bon. Là. Bref. Ce fut ma semaine de film, Ben. J'en ai d'autres dans ma liste, mais je vais les garder pour le prochain podcast. Là. Excellent. Je vais je vais peut-être me faire une semaine Prime Vidéo, là, parce que là, j'ai regardé 13 Lives. Très hâte de t'en jaser. Puis là, j'ai beaucoup de films dans ma liste là, de Prime Vidéo. Je vais peut-être me faire une semaine de tout ça. Puis sinon, ben, j'ai hâte de jaser de Cobra Kai, saison 5. C'était écœurant et tout. Fait que je vais peut-être soit me faire une semaine Netflix, soit me faire une semaine Prime Video. Là, avec, on suit aussi les nouveautés. Viking, au cinéma, Stéphane Lafleur. Amsterdam, David O. Russell. Ça sort vendredi, ça? Oui. Oh, nice. Vendredi prochain. Fait que grosse nouveauté au cinéma. Très hâte de voir ces films-là. Moi, Viking, je suis extrêmement excité. Là. Je peux plus. Il va quand? Mardi, je pense. Mardi, moins cher. Ouais. Fait que si c'est de la merde comme film, au moins, tu as payé moins cher. Ça sera pas de la merde. C'était tout pour moi. Qu'est-ce que tu regardes?